Sylvie Brunel, vous êtes de nombreuses choses à la fois. Moi, je vous ai découvert à la télévision à l'occasion de cette crise agricole que vous avez parfaitement expliqué sur les causes et sur le désespoir qui habite les agriculteurs. Vous avez écrit un livre au titre étonnant, Sa Majesté le maïs. Et en sous-titre, vous dites que c'est la plante que nous adorons détester, mais qui sauve pourtant le monde. Alors on va savoir pourquoi, évidemment, vous allez nous raconter, mais vous allez aussi nous dire si cette crise agricole va vraiment se résoudre. Alors pourquoi cette culture est-elle emblématique de la nouvelle donne agricole actuelle? D'abord, le maïs, c'est une céréale, c'est la première céréale mondiale. Dans le monde, on produit autant de maïs que de blé et de riz réunis. C'est-à-dire que c'est à la fois la céréale des pauvres. Pourquoi? Parce qu'on peut la consommer même quand elle n'est pas à maturité. Tout est utilisable dans le maïs, ses rendements sont très élevés. Donc c'est la première céréale dans un grand nombre de pays. Mais c'est aussi la céréale des riches parce qu'elle accompagne la sortie de la pauvreté. Quand vous sortez de la pauvreté, vous voulez avoir accès aux protéines animales. Et souvent, les animaux que nous mangeons sont nourris avec du maïs. Donc nous avons cette céréale phare dont l'Europe est la première importatrice mondiale. Elle se bat avec la Chine sur les marchés mondiaux pour importer plus de 25 millions de tonnes. Pourquoi importatrice? Eh bien, c'est tout l'ambiguïté, toute la stupidité de l'affaire, c'est que nous avons en France des producteurs de maïs qui sont extrêmement performants. La France est la première exportatrice de semences de maïs, et vous savez, première exportatrice mondiale, et vous savez que la semence, c'est le nerf de la guerre alimentaire. Mais les producteurs de maïs, et particulièrement les producteurs de semences de maïs, sont empêchés de travailler, d'abord par l'accès à l'eau. Vous savez que c'est très difficile. Il faut beaucoup d'eau. Alors non, il ne faut pas beaucoup d'eau, mais bon. c'est une céréale tropicale. C'est-à-dire que quand on est en vacances, on voit le maïs pousser. Le blé a déjà été récolté. Alors il n'y a qu'un quart des terres à maïs qui sont irriguées. Vous devez irriguer par exemple les semences, vous devez irriguer le pop-corn, on oublie le pop-corn ou le maïs légume. Mais quand vous nourrissez votre bétail, par exemple, avec du maïs fourrage, comme en Bretagne ou en Normandie, vous ne l'irriguez pas. Simplement, eh bien, si vous voulez une production de qualité, c'est vrai aussi pour les légumes ou pour les pommes de terre, il faut de l'eau. Et avec le changement climatique, l'eau tombe aujourd'hui en hiver et elle manque en été. Donc, que demandent les agriculteurs? De pouvoir constituer des réserves quand cette eau abonde pour pouvoir en disposer quand il fait sec. Et vous le savez, c'est très compliqué. Deuxième chose, la deuxième limitation, c'est qu'ils entendent sans arrêt le maïs critiqué. Il y a une espèce de racisme végétal ou de racisme botanique. Et ça vient d'où, ça? Ça vient du fait que nous, on est la céréale du blé, la céréale du Moyen-Orient. Notre père donne de nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pas notre maïs de ce jour. Le maïs vient d'Amérique, c'était la plante des Amérindiens. Elle a toujours été perçue comme étrangère. Donc, il y a toujours cette espèce de méfiance, depuis qu'elle est arrivée en France, avec les bateaux du Nouveau Monde. Et pourtant, Parmentier, vous savez, Parmentier, on dit toujours qu'il a travaillé sur la pomme de terre, mais il a d'abord travaillé aussi sur le maïs. Il dit que c'est le plus beau cadeau. Mais on apprend d'ailleurs beaucoup de choses dans votre livre. Oui. Oui, parce que c'est une plante fabuleuse. Elle est dans tous les films, en fait. C'est la plante. Pourquoi? Parce qu'elle fait de véritables murailles végétales. En été, quand on marche, quand on est dans un champ de maïs, on a de l'humidité parce que cette plante est tellement dense, elle monte tellement haut qu'elle vous crée des petites forêts. Notre maïs, c'est notre Amazonie à nous. Elle abrite énormément de biodiversité, c'est une des plantes les moins traitées. C'est elle qui donne les plus gros rendements. On n'en revient pas quand le maïs, c'est entre 10 tonnes et 20 tonnes à l'hectare. Alors, je ne vais pas critiquer le blé, mais le blé est à 7 tonnes, donc vous voyez la différence. Donc, c'est-à-dire que sur des superficies réduites, vous avez beaucoup... Mais on s'y remet à la culture du maïs ou pas? Alors, elle existe en France, bien sûr. Oui. On produit une quinzaine de millions de tonnes de maïs grain. Donc, nous sommes le premier producteur européen. Mais c'est compliqué aujourd'hui pour ceux qu'on appelle les maïsiculteurs, parce qu'ils ont toujours le sentiment qu'ils se donnent un mal fou pour, par exemple, réaliser les plans climat. Vous savez, pour capter les gaz à effet de serre, il faut beaucoup de biomasse, puisque c'est ce qui pousse, qui capte le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le maïs capte plus de carbone qu'une forêt. Donc, on a besoin des maïsiculteurs. Mais les gens disent, non, il faut supprimer le maïs, c'est une plante inutile.
C'est le contraire. C'est la plante la plus utile Et qui ça soit. peut aider justement les agriculteurs français pour améliorer leur sort, leur niveau de Ah bah vie, bien sûr. sortir de la difficulté dans laquelle ils sont aujourd'hui. Ah bah bien sûr, quand vous êtes un maïsiculteur, ou d'ailleurs quand vous êtes globalement un céréaliculteur, eh bien vous êtes un chef d'entreprise performant. Alors bien sûr, vous dépendez de la fluctuation des cours mondiaux. Vous le savez, depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, depuis les problèmes dans la mer Rouge avec les Houthis, le cours des céréales fluctue beaucoup, mais il est relativement élevé. C'est d'ailleurs tout le problème de la faim. La faim reste une réalité. Et la France a encore la chance de faire partie des 10 plus grands exportateurs de céréales mondiales. Donc cette France, elle détient encore sa souveraineté alimentaire. Le problème, c'est que cette souveraineté alimentaire s'érode. Nous glissons. Nous étions 2e exportateur mondial en 2000. Nous sommes aujourd'hui 6e ou 7e. Et puis on voit un certain nombre d'agriculteurs se décourager. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment que plus ils en font, plus on leur en demande sans du tout reconnaître ce qu'ils mettent en œuvre pour répondre à nos attentes. Nous avons en France la chance d'avoir une agriculture qui est à la fois bonne en quantité, c'est-à-dire que nous nourrissons à nos portes des zones structurellement déficitaires comme le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, mais elle est aussi excellente en qualité puisque nous avons 500 appellations d'origine protégée ou IGP, et ces 500 AOP ou IGP, ça fait de notre pays le pays de la gastronomie. La France, la gastronomie française a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Les touristes français, les touristes qui viennent en France, c'est le premier pays d'accueil des touristes au monde. Mais qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment nos patrimoines, notre gastronomie, nos paysages. Tout ça, on le doit en grande partie à nos agriculteurs. Alors, il y a quelque chose dans cette crise que vous avez beaucoup commenté, et d'ailleurs, je dois le dire avec beaucoup de précision et beaucoup d'humanité. Dans cette crise, ce qui est le plus frappant, c'est que la grève des agriculteurs a rencontré un succès populaire énorme. Comment vous l'expliquez? Les agriculteurs sont au cœur des territoires ruraux où il y a toute une France qui travaille, qui souvent peine à joindre les deux bouts et qui a le sentiment que le discrédit, le déclassement que subissent les agriculteurs, c'est aussi au fond celui d'un certain nombre de classes moyennes qui ne se sentent plus reconnues, ce qu'on pourrait appeler la France qui travaille et qui se lève tôt. Et ces agriculteurs, eh bien, ils rendent beaucoup de services dans les campagnes. C'est eux qui tissent les paysages, c'est eux qui sculptent la nature, c'est eux qui sortent les voitures des fossés quand il y a des inondations ou du gel. Ils sont là, ils sont à côté de la population, ou ils sont au sein de la population. Et finalement, beaucoup de personnes ont vu dans la colère agricole un reflet de cette colère sociale. Alors, j'ai écrit cette question pour ne pas être approximatif. Tout le monde parle d'écologie et pointe la responsabilité des agriculteurs dans l'usage du CO2 et des produits polluants. Et quel regard vous avez à propos de cette question? Comment vous partagez quelque chose qui est faussement colporté et faussement commenté? Moi, c'est quelque chose qui me met très en colère depuis beaucoup d'années, cette façon de traiter les agriculteurs de pollueurs et d'empoisonneurs. Pourquoi? Parce qu'au contraire, ils nous protègent. Vous avez écrit un livre là-dessus, oui, d'ailleurs. Alors j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit Plaidoyer pour nos agriculteurs. Pourquoi les paysans vont sauver le monde? C'est toutes les réponses sur le changement climatique et justement l'écologie. Et puis l'avant-dernier, avant le maïs, s'appelle Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre. En réalité, les agriculteurs, ils sont en première ligne face aux vivants, face à la nature, face aux aléas climatiques. Ils sont les premiers exposés. Pour eux, la nature, c'est leur outil de travail. Ils nous protègent malgré nous de maladies dont nous avons oublié l'existence. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, il y avait 4000 morts par an de contamination alimentaire, que l'espérance de vie n'était que de 65 ans, qu'on utilisait 40% de notre revenu pour acheter à manger. Donc les agriculteurs ont tellement bien travaillé qu'aujourd'hui nous nous comportons comme des enfants gâtés. Nous avons tout un ensemble de coquetteries alimentaires. Nous voudrions bannir le gluten, la viande, le sucre. En fait, tout est montré du doigt parce que justement nous sommes des enfants gâtés. Et puis ces gens qui vivent à nos côtés, nous voudrions finalement qu'ils se comportent comme si la nature était bonne et bienveillante. Pourtant, nous venons de subir le Covid. Nous nous sommes d'ailleurs tous vaccinés avec des vaccins ARN.
Et tout ce que nous nous octroyons à nous, y compris d'ailleurs le soin à nos animaux domestiques, parce qu'il faut voir comment on se précipite chez le vétérinaire dès que notre chien ou notre chat est malade. Il faut voir comme nous nous administrons tout un ensemble de substances. Eh bien, nous voudrions que les agriculteurs produisent sans protéger les plantes, sans protéger les animaux. Or, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous ne traitons pas pour le plaisir. Ça nous coûte cher, ça nous demande du temps, ça nous demande de la main-d'œuvre, ça nous demande des machines. Quand nous le faisons, c'est que nous sommes obligés. Nous avons bien entendu votre désir de limiter les produits de traitement. Ça tombe bien, c'est aussi le nôtre, parce que ça grève nos exploitations. Donc, nous essayons d'utiliser toutes les méthodes préventives. Ces méthodes préventives, c'est ce qu'on peut appeler, par exemple, le biocontrôle. Utiliser des insectes utiles, par exemple des coccinelles contre les pucerons, pour prendre l'exemple que tout le monde comprend. Et puis, nous essayons d'utiliser des méthodes naturelles, par exemple du désherbage mécanique avec des machines. Sauf que, quand l'infestation est là, il faut traiter, parce que sinon c'est nous qui allons mourir empoisonnés. Je vais vous donner l'exemple, puisque vous le savez, j'ai travaillé longtemps dans l'humanitaire, des mycotoxines. Les mycotoxines, elles contaminent le quart des récoltes mondiales. Vous avez des tas d'enfants en Afrique qui meurent au moment du sevrage, parce qu'ils passent du lait maternel à la bouillie de mil ou de maïs. Eh bien, les agriculteurs, ce sont des personnes, ce sont des professionnels compétents. Ils doivent avoir des certificats, leurs pulvérisateurs sont contrôlés. Mais justement, dès qu'ils sortent un pulvérisateur, c'est tout juste si on ne vient pas leur casser la figure, parce qu'on les soupçonne d'appliquer un produit nocif. Parce qu'en plus, ils ont des combinaisons de protection, c'est normal. Pour tuer les insectes qui sont les insectes ou les parasites qui nous posent problème, eh bien, ils ne vont pas le faire, comme on le voit d'ailleurs dans beaucoup de pays tropicaux, sans masque, avec les pulvérisateurs sur le dos. Donc, ce travail constant pour essayer de traiter de moins en moins, tout en gardant la qualité de la production, ils sont pleinement engagés dedans. C'est ce que j'appelle dans un de mes livres la 3e révolution agricole. Produire et protéger. Comment on peut le faire? Avec la génomique végétale, c'est-à-dire trouver des plantes résistantes. Mais ça, on l'interdit aux agriculteurs. La génomique, vous le savez, c'est interdit. Donc, nous, on s'octroie les vaccins ARN, mais eux, ils n'y ont pas droit. Ensuite, avec le numérique, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision, les stations météo, les capteurs. Et il y a des machines formidables aujourd'hui qui sont des machines autonomes qui peuvent traiter dans les champs avec ce qu'on appelle la pulvérisation d'ultra-précision. C'est-à-dire que vous avez une caméra qui va repérer l'unique problème à éliminer. Alors ça permet de réduire les doses jusqu'à 70%. Donc, je vous ai dit, la génomique, le numérique et la robotique dont je viens de vous parler. Ça coûte cher. Ça demande un professionnalisme constant. Ça demande de s'unir. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On les renvoie toujours au passé. On a toujours l'impression que la bonne agriculture, c'est celle de Pépé Mémé. Parce que on a tous, chez nous, dans notre famille, un ancêtre parfois proche, qui était agriculteur. Et on voudrait que le paysan reste petit, qu'il soit un peu courbé, qu'il soit avec sa cote. Alors on adore les circuits courts, le bio, le local. Et je les respecte tout à fait. Ils ont tout à fait leur place. Mais il faut faire attention aux échelles. Les échelles, c'est qu'aujourd'hui, les gens vivent dans les mégalopoles. Les échelles, c'est cette fin du Proche et du Moyen-Orient, cette fin de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut produire pour nourrir les villes, pour répondre aux attentes des classes moyennes. Chaque année, il y a 160 millions de personnes qui quittent la pauvreté pour entrer dans la classe moyenne. Ces gens-là, ils veulent faire 3 bons repas par jour. Et puis, il faut répondre aussi à nous, à nos attentes. On veut toujours mieux, toujours plus beau, toujours plus sain, toujours plus varié. Eux, c'est ce qu'ils essaient de faire. Et ils subissent un véritable mépris de classe, un manque de respect de leur travail. Vous avez vu les vols, les destructions par exemple, de réservoirs, puis aussi un manque de reconnaissance. Parce qu'ils ont l'impression que plus ils en font, plus on leur demande d'en faire. Et donc, évidemment, le corollaire de ça, c'est le problème de rémunération. Parce que plus ils mettent en œuvre des moyens pour être parfaits, plus leurs produits coûtent cher. La main-d'œuvre en France, ce n'est pas la main-d'œuvre d'Espagne ou même la main-d'œuvre en Allemagne qui utilise des travailleurs turcs, vous le savez. Donc, nous sommes confrontés aujourd'hui à une profession qui est moderne, qui est, vraiment consciente des défis, et nous la traitons comme moins que rien. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la colère paysanne. Mais je trouve aussi, comme vous, qu'on demande beaucoup aux agriculteurs. Nourrir la population, faire des produits de qualité, entretenir les paysages, le tout, finalement, à moindre prix. Est-ce qu'il n'est pas temps de refonder le pacte entre la nation et les paysans? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ce que devrait faire le président de la République, qui reçoit
ces temps-ci, évidemment, les syndicats, tous sauf un seul. Mais là-dessus, je vous interrogerai aussi. Vous avez tout à fait raison. Dans les années 60, la France se relevait à peine de la guerre, elle était affamée, la nourriture coûtait cher, le général de Gaulle a lancé les lois d'orientation agricole. On a créé la politique agricole commune. Le but, c'était de nourrir l'Europe en rendant la nourriture accessible aux Européens. Comme ces agriculteurs ont très bien travaillé, aujourd'hui, on veut créer des jachères, on veut ouvrir au libre-échange mondial, tout en demandant aux agriculteurs de respecter les engagements climatiques et de biodiversité qu'a pris l'Europe. Alors, il ne faut pas croire qu'ils n'en sont pas capables. Quand vous êtes agriculteur, et vous venez de le dire, c'est vous qui produisez cette biodiversité nourricière qui fait la beauté des paysages. Le Marais Poitevin, la Camargue, les Landes, tous les paysages français sont des paysages construits. Ce sont des héritages. Nous le devons à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos viticulteurs, à nos bûcherons. Et ce n'est pas du tout une nature spontanée. D'ailleurs, la nature spontanée, qu'est-ce que c'est chez nous? La friche, le feu et la fermeture des paysages. Donc, ils ont aussi les réponses en matière d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est toutes ces énergies qui sont produites sur les exploitations, toute cette biomasse, l'économie circulaire, le gaz vert, le voltaïque, l'éolien. On a des territoires dans lesquels il n'y a personne et dans lesquels on peut poser des éoliennes ou des panneaux solaires. Mais nous voudrions, là encore, vous savez, c'est tout le syndrome « pas chez mon voisin ». Donc il est temps, il est urgent que le gouvernement français mesure qu'il a des gens, une profession qui occupe... Donc il faut réorienter cette PAC en profondeur. Bien sûr. Il est temps. Ah, il est temps, mais aussi en France. 53% du territoire français est occupé par les agriculteurs, 30% par les forêts. Beaucoup sont des forêts cultivées. Il ne faut jamais oublier les forestiers. Ils sont partie intégrante de l'agriculture, ni d'ailleurs les saliniers. Les saliniers qui empêchent la montée de la mer grâce à leur casier qui attire les flamants roses. Si la France est belle, nous la devons à ceux qui la mettent en valeur. Il est temps aujourd'hui qu'un nouveau tournant de l'Europe, mais aussi de la politique française, prennent en compte cette profession qui a toutes les réponses face à la nécessaire transition écologique et lui accorde la reconnaissance et la rémunération qu'elle mérite. Alors je rappelle, Sylvie Brunel, que vous publiez ce livre au titre formidable, Sa Majesté le maïs. C'est une plante que nous adorons détester, vous le dites, vous l'écrivez, vous l'expliquez, mais qui sauve pourtant le monde. Alors cultivons le maïs. Et puis surtout, j'étais ravi que vous soyez d'accord avec le fait qu'il faut réorienter la politique agricole commune. Merci. Merci Charles Villeneuve.